Avant de répondre à vos questions, si je m'oublie, concernant le deuxième thème de cette série de vidéos, concernant la pensée existentielle et politique, permettez-moi d'exprimer mes préoccupations au sujet de la situation en Égypte et en Tunisie. Les deux pays frères vivent ces jours-ci des scénarios de contre-révolution. La situation en Tunisie, bien qu'elle soit encore sous contrôle, entre guillemets, des forces révolutionnaires, où les forces principales des différentes tendances politico-idéologiques, et cela grâce à la maturité politique de leurs leaders, ont réussi jusqu'à aujourd'hui à maintenir une certaine cohésion et une coordination, et ainsi à maintenir le consensus national sur les efforts actuels pour l'établissement d'un nouveau système politique qui serait représentatif du peuple tunisien frère dans sa diversité. La situation reste toutefois préoccupante tant que les forces contre-révolutionnaires ne sont pas neutralisées. La situation en Égypte, par contre, est différente. Avec la décision ces jours-ci de la Haute Cour constitutionnelle égyptienne de dissoudre le premier parlement élu librement et dans toute transparence, un scénario déjà vu à l'algérienne est mis en place malheureusement afin de contrecarrer le choix du peuple égyptien et sa révolution. Nous appelons toutes les parties concernées en Égypte de bien étudier les conséquences qu'a eu lieu un tel coup d'État, parce que c'est un coup d'État ce qui se passe en Égypte aujourd'hui. C'est bel et bien un coup d'État contre le choix du peuple. Il faut voir les conséquences d'un tel coup d'État il y a 20 ans en Algérie. Et cela afin d'éviter au peuple égyptien frère une tragédie nationale telle vécue par notre peuple algérien. Ainsi, nous appelons ici les Égyptiens de dépasser leur clivage politico-idéologique et d'œuvrer ensemble pour un projet national, pour essayer d'avoir un consensus national autour des fondements d'un nouveau système politique qui serait représentatif du peuple égyptien frère dans sa diversité. Enfin, il est temps de revoir la question fondamentale qui concerne tous les pays de la région, notre pays, l'Algérie, inclus. Et cette question est celle de la relation, de revoir la relation entre le civil et le militaire et les forces de sécurité. Il faut savoir que le processus de démocratisation dans nos pays dépend de la démocratisation des forces armées de sécurité dans nos pays. Donc, revenons à vos questions sur ma pensée existentielle et politique. Ça, c'est la première question de ce thème. Vous posez la question sur le sens de l'existence. Vous voulez savoir ma pensée sur les courants de pensée comme Darwin et Joly et la nature prédatrice de survie. Faut-il chercher le droit ou la force pour survivre? Machiavel et la morale politique. Vous êtes en politique comme un naïf alors que tout l'Occident a embrassé le machiavélisme comme courant depuis au moins 2 siècles. En effet, mais sur cette question de l'existence, vous savez que depuis la nuit des temps, l'homme se posait des questions sur le sens de son existence, aussi bien que en tant qu'individu qu'en tant que groupe. Bien sûr, il se posait ces questions d'existentialisme de manière différente à travers les âges, à travers l'histoire, et selon son développement intellectuel, culturel, politique et social. L'existentialisme aujourd'hui est défini comme étant un courant de pensée au sujet de l'existence humaine et de la façon dont nous nous positionnons dans le monde.
L'idée principale de l'existentialisme, si j'ai bien compris, est que l'existence précède l'essence. Cela signifie que les êtres humains n'ont pas de valeur avant leur existence. Ils n'ont ni valeur, ni bonté, ni but. Il n'y a pas de raison fondamentale de leur existence. Au début, ils existaient, puis ils sont devenus des êtres distincts, individualistes, etc. Donc, le corollaire de cette idée d'existence est que notre essence est déterminée de la façon dont nous agissons nous-mêmes. Donc, notre essence, le but est déterminé, notre vie est déterminée par nos choix et nos actes. Nous sommes des êtres libres. Donc, la façon dont nous agissons montre vraiment qui nous sommes. Pour les existentialistes, il n'y a pas de Dieu, ni de nature humaine. Nos choix sont ce qui nous détermine. Mais à la question, mais qui est-ce qui guide le monde? Les existentialistes vous répondent personne. Que l'essence du monde est déterminée par hasard et que les actes du monde sont aussi déterminés par hasard. Comme vous savez, historiquement, bien que des auteurs tels que Nietzsche ou Kafka ou Léon Tolstoï aient largement évoqué ces sujets, ces thèmes dans leurs œuvres dès le XIXe siècle, l'existentialisme a pris sa forme explicite de courant de pensée au XXe siècle. Et cela d'abord dans les années 30 en Allemagne, dans les travaux de Karl Jaspers et Martin Buber, puis dans les années 40 et 50 en France, par les travaux de Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir et Maurice Ponty. Bien qu'il existe un certain nombre de tendances communes entre tous ces pensées existentialistes, tous ces penseurs existentialistes, il y a de grandes différences et de grands désaccords entre eux. Il y a notamment un fossé entre les existentialistes athées, comme Sartre, et les existentialistes religieux ou chrétiens. Donc, ainsi, l'existentialisme athée de Sartre s'oppose au déterminisme, qui stipule que l'homme est le jouet de circonstances dont il n'est pas maître. Sartre estime que l'homme choisit parmi les événements de sa vie les circonstances qu'il décidera déterminantes. Autrement dit, il a le pouvoir de néantiser, c'est-à-dire de combattre les déterminismes qui s'opposent à lui. Donc, en revenant à votre question sur les courants de pensée comme celle de Darwin et de Machiavel, vous dites que Darwin posé la question, donc je classerai ces Darwin et Machiavel comme produits de l'existentialisme athée. Et je dirais qu'idéalement, en réponse à votre question directement, qu'il faut chercher le droit et la justice pour survivre. Donc c'est ça, ce que j'ai appris dans mon école de pensée. Mais étant donné que nous ne vivons pas dans un monde idéal, notre école de pensée aussi nous a appris que l'islam nous apprend à vivre la réalité, à être réaliste. Et ainsi, on a besoin de la force afin de faire valoir le droit, la justice sociale et la morale en général, et de les protéger. Au fait, ce darwinisme prédateur et ce machiavélisme amoral
qui pour eux, il n'y a pas de raison fondamentale de leur existence, provient de cette négation de Dieu, qui, pour nous les croyants, et particulièrement nous les musulmans, ce Dieu, en nous créant, il nous a donné une certaine essence, certaines valeurs, une certaine mission, un certain but pour la vie. Donc c'est ça la différence entre nous et ces existentialistes athées. Il y a aussi un fossé, comme on a dit, entre ces existentialistes athées, il y a un fossé, un grand fossé, et ce qu'on appelle les existentialistes chrétiens, comme le français Gabriel Marcel. Cet existentialisme chrétien a connu en France un essor plus modéré que l'existentialisme athée. Donc pour eux, cet existentialisme est marqué par une pour eux, l'homme est marqué, l'être humain est marqué par une profonde opposition entre l'humain qui est faible et angoissé et Dieu absolu et transcendant. Donc le but de la vie, c'est l'essayer de se donner un but de la vie. Le but de la vie est ainsi de se rapprocher de Dieu et d'essayer d'atteindre sa perfection en devenant un chrétien authentique. Maintenant, concernant les valeurs de l'islam comme sens existentiel, votre question suivante qui est les valeurs de l'islam comme sens existentiel, c'est quoi pour nous, pour moi? Pour répondre à cette question, je vais adresser 2 points essentiels. Chez l'existentialisme en général et plus particulièrement l'existentialisme athée. Premièrement, c'est la question de la responsabilité et de la liberté. Essayez de comparer comment les existentialistes athées voient la responsabilité et la liberté et comment nous, en tant que courant idéologique islamique, comment nous y voyons cela. Dans son œuvre, l'existentialisme est un humanisme. Sartre explique que l'homme, par ses choix, définit lui-même le sens de sa vie. Comme on a dit, l'existence précède l'essence. L'homme façonne lui-même ce qu'il croit juste ou vrai, et de ce point de vue, il est seul responsable devant lui-même de la civilisation comme de ses actes. L'existentialisme implique la liberté et le libre arbitre et il s'élève donc contre tout déterminisme. Pour moi, l'islam considère l'être humain en tant qu'héritier du pouvoir divin. Khalifatullah fil ard. Donc il est le vice-gérant de Dieu sur terre. Ainsi, l'être humain est appelé à assumer plutôt en soi cette part de transcendance et sa pleine souveraineté et liberté de choisir ses actes. En islam, l'être humain est responsable de ses actes et de ses choix. Cette liberté de choix ne nous empêche pas, nous musulmans, et cela contrairement à Sartre et les existentialistes athées, pour lesquels cette idée de choix est primordiale aussi, cela ne nous empêche pas, nous musulmans, de croire en Dieu, en Allah, un Dieu tout-puissant qui nous a créés et donné cette liberté de choisir notre destinée. Et bien sûr, nous sommes responsables de notre choix et nous devons assumer ses conséquences. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَكْفُرْ. Regardez cette extrême liberté. Il nous a donné la liberté de croire en lui, Dieu subhanahu wa ta'ala, ou de ne pas le croire. Mais nous devons assumer les conséquences. Donc, il nous a créés en tant que vice-gérants, donc qu'être humain, on est là sur Terre, en tant que vice-gérants sur Terre, donc nous assumons nos responsabilités et nos choix sur Terre. Cela explique pourquoi, pour ma part du moins, que je suis si engagé pour mon peuple et pour mon pays. Je me rappelle votre dernière question de la dernière vidéo.
Cela dans la da'wa avant et maintenant, plus de 20 ans dans la politique. Parce que je crois que l'être humain a le choix, le libre choix de décider de sa propre destinée et ainsi d'aider à changer sa situation. Dans notre école de pensée Al-Bina al-Hadari, l'homme produit la civilisation. Il est responsable de sa propre destinée. Et cela par la volonté de Dieu le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Malik ibn Abi a écrit dans son livre Milad Mujtama, la naissance d'une société, cela en avril 1962, il y a 50 ans déjà, que l'être humain en tant que tel n'est pas simplement un individu constituant l'espèce humaine, mais il est plutôt un être complexe qui produit la civilisation. Cet être est lui-même un produit de civilisation parce qu'il est redevable par les idées et les objets qui sont à sa disposition. Donc l'être humain produit la civilisation et il est lui-même produit de cette civilisation. Donc ça c'était le premier point concernant la responsabilité et la liberté. Maintenant, le deuxième point, concerne le fait que l'existentialisme semble aussi entraîner une vision très pessimiste des relations humaines. En effet, Jean-Paul Sartre pense que l'homme est contraint de vivre avec les autres pour se connaître et exister, mais il pense également que la vie avec les autres prive chacun de ses libertés. Pour nous, en tant que musulmans, les relations humaines sont très importantes pour la formation et le survie d'une société donnée. Et pour nous, musulmans, ce sont les relations spirituelles entre Dieu et l'être humain qui créent et déterminent les liens sociaux qui relient chaque individu avec les autres êtres humains. Vous voyez l'importance de cette acceptance de l'existence de Dieu. La croyance en Dieu, elle nous libère, elle nous donne cette liberté de choisir notre vie, notre destin, mais en même temps, elle nous permet d'avoir de bonnes relations, de relations étroites avec les autres êtres humains. Parce que nous comprenons que ce sont aussi des créations de Dieu, qu'ils ont des droits. Comme nous avons des droits, ils ont des droits. Et ici, nous parlons en tant qu'être humain, quelle que soit la race, la religion, le sexe, etc. Malik ibn Nabi, dans ce même livre, Milad Mujtama, définit une société comme étant, et je lis, comme étant un groupe d'êtres humains qui change perpétuellement ses caractéristiques sociales en créant lui-même les moyens de changement et qui perçoit les objectifs qu'il cherche à atteindre à travers un tel processus de changement. Vous voyez, c'est très important. Donc, il n'y a pas un conflit entre l'être humain et la société. Au contraire, il y a un intérêt mutuel. Et ainsi, Malik ibn Nabi écrit aussi, en réalité, la première tâche de ce processus de changement social est celle qui transforme l'être humain de l'état d'être un individu, n'être que soi-même, être moi, cet existentialisme athée, négliger la négation de tous les autres, ne penser qu'à soi-même, selfish, etc. Changer cet état d'esprit vers l'état d'une personne, c'est-à-dire quelqu'un qui est membre d'une société. Donc cela se produit en changeant ses qualités primaires qui le lient à l'espèce humaine, à celle des tendances sociales qui le relieraient à la société. Donc ces notions sont très importantes pour nous actuellement en Algérie. Et cela particulièrement ces temps-ci où nous sommes en tant qu'Algériens, nous sommes en train de réfléchir ensemble sur le fondement d'une nouvelle
société, le fondement d'une société qui accepte et assume la diversité de son peuple. Donc il faut adopter cette culture de diversité si nous voulons mener à bien une telle action concertée qui est celle d'avoir ce consensus national autour d'un projet national qui définirait les fondements d'un nouveau système politique qui serait représentatif du peuple algérien dans sa diversité. Donc vous me posez la question sur l'islam en politique sociale. Peut-on le servir sans se servir de lui? La réponse directe est que oui, on peut, car la politique chez nous, c'est l'art de servir le peuple. Et cela nous mène vers cette question plus générale sur le sens de la politique, la démocratie. Vous dites que la politique est devenue un art de divertissement, des clowns qui amusent la galerie pour devenir des choses importantes comme des scandales financiers, etc. Ce que vous décrivez ici, c'est Djemouli, et ce que mon maître Malik Ben Nabi appelle la politique avec un B. C'est cette somme de hurlements et de gesticulations pour se servir du peuple. Car pour lui et pour nous d'ailleurs, la politique est une réflexion sur la manière de servir le peuple. Donc, nous, on voit dans la politique comme un moyen de servir la société. C'est vrai que ces jours-ci, ces derniers temps, cette politique est devenue polluée dans notre pays. Et en plus du fait que la sphère politique a été limitée, il n'y a plus actuellement, on ne peut pas parler de champ politique en Algérie, il est devenu très restreint. Les dernières élections du 10 mai dernier sont la preuve. Donc, notre but, c'est de redonner cette valeur sociale, actuellement, cette valeur importante à la politique et aux politiciens. Cela en essayant de donner de l'exemple. Donc, pour nous, la politique, c'est ce que cet sens de servir et ne pas de se servir, c'est ce qui manque dans notre institution politique dans notre pays. Et cela demande une certaine éducation, une certaine éthique, et essayer vraiment de comprendre et de placer l'intérêt national devant l'intérêt individuel ou partisan. Donc, vous parlez aussi de la démocratie. Vous dites, Rousseau avait déjà prévenu du problème de la représentation en démocratie, effectivement. On voit la limite et le fossé entre gouvernants et peuple, et gouvernés et peuple. Non seulement dans les pays des dictatures, avec le printemps arabe, mais aussi par les mouvements des indignés dans les pays occidentaux. Donc la politique semble être un jeu bouclé par les lobbies qui contrôlent tout. Finances, médias et même les partis politiques qu'ils financent. Aucune alternative ne semble se pointer. Donc vous donnez cette... Je pense quand même que c'est un peu pessimiste, mais j'en reviendrai. Donc, vous avez le droit d'avoir cette vue. Et il y a beaucoup de choses qui devraient là-dedans. Donc vos questions, c'est comment rénover la politique, comment penser et actionner une nouvelle révolution à l'ère des réseaux sociaux, je dirais à l'échelle nationale et internationale. Donc, pour nous, la démocratie, vraiment, c'est un comportement, c'est une culture.
Je sais que il y a certains qui veulent s'accaparer l'exclusivité de parler au nom de la démocratie. Nous ne donnons à aucun ce droit, comme nous ne donnons à aucun le droit d'avoir l'exclusivité de la vérité religieuse. Il est de même quand même que personne n'a le droit à l'exclusivité de la démocratie. Parce que donc la démocratie avant tout c'est un comportement, c'est une culture, et la démocratisation c'est un processus actuellement qui exige, et ça je me rappelle bien de ce que nous disait Malik Ben Nabi rahmatullah alayh, le processus démocratique il exige la destruction des tendances despotiques dans la conscience culturelle. Destruction graduelle, bien sûr. Il n'était pas quelqu'un qui voulait un changement prompt, radical, mais il faut il faut avoir de la patience pour faire changer cette conscience culturelle du despotisme. Et ici, il parlait les tendances despotiques qui se trouvent au sein de l'élite dirigeante. Cette tendance à se croire supérieur aux autres, à se croire, c'est eux qui ont la main mise sur tout, tout leur appartient, c'est leur pays. Donc ça, au niveau, il faut faire changer cette culture. Et il y a aussi dans leur conscient, dans leur subconscient actuellement, il y a aussi cette tendance despotique au niveau des gouvernés. C'est d'accepter cette notion c'est d'accepter l'existence d'un dictateur et d'un système de dictature. Comme il disait au sujet de la colonisabilité, que un peuple n'est colonisé que s'il a l'habilité d'être colonisable. S'il a les préconditions qui permettent à être colonisable. Donc cela vient de son interprétation profonde de ce verset coranique. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change en rien l'état d'un peuple que s'il accepte lui-même à se changer lui-même de lui-même. Quelque chose comme ça dans notre traduction, mais l'idée est là. De même, ceci s'applique aussi pour la question de dictature et cette question de démocratisation. Le processus de démocratisation demande qu'il y ait ce changement d'état d'esprit. Et au niveau de l'élite du pays, qu'elle accepte le changement, qu'elle accepte l'état de droit, qu'elle accepte l'alternance, et aussi au niveau du peuple qu'il refuse de se plier à la dictature. Et c'est ce qu'on voit actuellement dans le monde arabe, dans certains pays qui commencent ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est une intifada. C'est une rébellion contre la dictature actuelle. C'est pour le karama, c'est pour l'honneur, c'est pour le droit à la liberté, à la justice sociale. C'est quelque chose de très important. Les peuples ont senti ce besoin de se libérer de la dictature. Et ça va se passer, mais ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut aussi travailler au niveau de l'élite dirigeante. Il faut que ces élites dirigeantes comprennent qu'il est temps d'accepter le droit du peuple à choisir librement son autorité politique. C'est ça le processus démocratique. Ainsi, c'est pour ça que nous, d'ailleurs, nous considérons dans notre mouvement pour la liberté et la justice sociale, nous proposons, parce qu'il ne s'agit pas uniquement des élections, préparer des élections, mais il s'agit de tout un processus démocratique où il faut éduquer la société. Il faut éduquer particulièrement, parce que notre peuple est prêt. Franchement parler, notre peuple a fait son printemps arabe il y a 20 ans. Et il a voulu qu'il y ait un changement pacifique vers un système politique qui soit plus représentatif de ce peuple et dans sa diversité et dans sa pluralité.
politique. Donc, il s'agit plutôt de faire accepter à l'élite qui a pris le pouvoir par la force, à cette élite dirigeante, élite entre guillemets, parce qu'ils sont imposés par la force, aux dirigeants qu'il faut qu'ils respectent la loi et l'état de droit, qu'ils respectent la notion de l'égalité des citoyens et qu'un État soit basé sur l'égalité des citoyens. Et qu'il faut, donc ce processus démocratique demande ça. Il demande aussi la lutte contre la corruption et contre le régionalisme, etc. Le respect et la promotion des droits de l'homme. Parce que ça, c'est très important. Pour avoir une société démocratique où il y a le respect du choix du peuple, il faut tout d'abord qu'il y ait le respect de ses droits fondamentaux. Il y a aussi la garantie des libertés fondamentales, individuelles et collectives. Cela, quelle que soit la race, le genre, la religion ou la langue. Il faut le droit de s'assembler, de former des syndicats, de former des organisations humanitaires, de former des partis, des organisations culturelles, religieuses, politiques, des médias privés, et comme j'avais dit, le respect à l'alternance politique, et pour avoir des élections vraiment libres et transparentes, où le parti majoritaire respecte le droit des minorités et le droit à la différence, mais aussi les partis minoritaires respectent le choix du peuple et respectent le fait que le parti majoritaire a le droit d'appliquer le programme qu'il a présenté au peuple lors des élections, et qu'il y ait cette alternance de pouvoir par le biais des élections. Mais cela, le processus démocratique dans un pays normal, c'est ce qu'il faut. Mais je termine par cette première, je voudrais terminer cette vidéo par une petite remarque sur la situation actuelle, de quoi on a besoin en Algérie actuellement. Donc en plus de cette éducation sur la question de la démocratie, nous avons besoin aussi de comprendre que la situation actuelle nous demande à dépasser les clivages politico-idéologiques, à dépasser les clivages partisans de partis, et d'avoir ensemble et d'adopter ensemble un projet national. Il faut un projet national pour qu'il y ait un consensus national sur les fondements d'un nouveau système politique qui sera représentatif de notre peuple dans sa diversité. Et ça c'est le premier pas vers le changement. Et cela concerne toutes les tendances politiques, toutes les tendances idéologiques. Et ça dépasse le niveau des partis, mais aussi ça concerne les forces de sécurité et les forces armées. Il faut que la nouvelle génération d'officiers de l'armée nationale, ainsi que les nouveaux officiers des services de sécurité, il faut qu'ils prennent les responsabilités et qu'ils acceptent la démocratisation des services, des forces armées aussi bien que des services de sécurité. Et nous reviendrons sur ce sujet dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.